pour moi, les émotions sont encore trop séparées en France de l'action et de la partie intellectuelle. Et j'ai l'impression que parler d'émotions, c'est assez vite se mettre sur le côté des gens un peu fragiles, un peu sensibles. Et donc, c'est perçu comme quelque chose de parfois négatif. Bienvenue chez Basilic, le podcast pour changer de regard et imaginer ensemble un futur désirable. Je suis Jeanne, votre hôte, et chaque semaine, je tends le micro à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous vous sentirez bien chez Basilic. Quelle place réserve-t-on à nos émotions ? Ces dernières sont-elles légitimes face à l'urgence climatique ? Prend-on le temps de les accueillir ? Ces questions, je les ai posées à Jeanne Hénin, autrice de l'ouvrage « Les mots qu'il nous faut », paru aux éditions La Mer Salée. En s'inspirant du travail mené par Alicia Escott et Heidi Quant aux États-Unis, Jeanne Hénin et Ticia Natton nous proposent un dictionnaire lumi-lutant qui nous permet de nommer, d'identifier et de reconnaître les émotions que nous traversons. Jeanne nous offre dans ce dictionnaire une multitude de mots nous permettant de mettre en lumière ce que nous expérimentons, ce que nous ressentons, ce que nous pensons et surtout ce que nous voulons voir advenir. Finalement, peut-être que des mots tels que l'humilité, sauveterre, fémidoute, inode ou encore permadoute pourraient nous aider à façonner un monde plus durable et contribuer à l'écriture de nouveaux récits. Je vous laisse plonger dans cet épisode et découvrir les heureux néologismes proposés par Jeanne. Belle découverte. Salut Jeanne. Salut Jeanne. Merci de m'accueillir à Marseille. Je suis très heureuse de te rencontrer. Aujourd'hui, on va parler des mots. On va parler d'un ouvrage sur lequel tu as travaillé depuis plusieurs mois. J'aimerais que tu commences, s'il te plaît, par te présenter. Alors, je m'appelle Jeanne, j'ai la quarantaine et je travaille sur les sujets de bascule écologique depuis une quinzaine d'années, que j'ai essayé d'aborder par différents aspects, dans des associations, dans des entreprises, avec des individus. Voilà, je me suis intéressée pas mal à qu'est-ce qui permet de changer nos comportements, qu'est-ce qui permet de changer des structures, voilà. Et j'habite à Marseille, j'ai 3 enfants. Merci. J'aimerais qu'on commence, avant d'entrer dans le détail de tous les mots, pas tous, évidemment, mais de plusieurs mots qui, moi, m'ont frappé, par ton rapport à ces mots, justement, et comment tu en es venu à les manier, à les utiliser pour façonner un monde qu'on souhaite plus durable, plus résilient. Comment est-ce que tu en es venu à t'amuser de ces mots ? Et est-ce que, avant d'écrire le livre et d'avoir ce projet, tu t'amusais déjà avec les mots ? Écoute, moi, je suis née dans une famille bilingue. Donc, petite, je parlais que allemand. Et j'habitais en France. Et donc, du coup, j'avais toujours déjà des mots que je ne savais pas dire dans une langue ou une autre. Et donc, je mettais en français des mots d'allemand et ça ne me dérangeait pas. Et pareil, en grandissant, j'ai dû habiter dans différents pays et du coup intégrer des mots d'autres langues aussi. J'ai toujours joué avec le fait qu'il y ait certains mots qui n'ont pas de traduction dans une langue. Tu trouves un mot en allemand tu ne trouves pas une traduction satisfaisante avec la même épaisseur en français. Ouais, tu peux trouver un concept qui est proche, mais tu n'as pas un mot équivalent. Voilà, il ne va pas avoir toute la palette. Et donc, en fait, j'aime bien utiliser des mots d'autres langues varier les langues dans une même phrase, parce que je trouve ça joyeux d'aller chercher un mot qui a une signification très précise. Et donc, ça autorise le jeu, parce qu'évidemment, ça fait des phrases un peu biscornues, et j'ai bien aimé jouer.
Et ado, après, j'ai lu tous les bouquins j'ai beaucoup lu Prévert, j'ai joué des pièces de Queneau. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette pièce où il y a un petit texte sur une personne dans un autobus qui redit de plein de façons différentes. Ça fait une pièce de théâtre. Une fois, il l'a dit de façon botanique. Une fois, il l'a dit de façon pressée. Une fois, il l'a dit qu'en onomatopée. Donc en fait, c'est déjà le son des langues et qui vient ajouter une signification à ce que tu lis comme mot. Donc oui, j'aime jouer avec les mots. T'aimes jouer avec les mots, j'imagine que... Est-ce que tu connaissais la newsletter Bulletin ? Non. Tu vois pas ce que c'était ? Non. Ils ont arrêté malheureusement. Jean, le créateur de cette newsletter, a arrêté il y a quelques mois maintenant. Mais c'était très chouette. Il faisait comme toi, il jouait avec les mots et en fait, il partageait des mots d'autres langues en traduisant ce que cela signifiait en français, en expliquant le concept. Ils ont même publié un livre qui est paru, je ne sais pas si c'était une auto-édition ou dans une maison d'édition, je te l'enverrai, la référence, et c'était le petit livre des mots extraordinaires ou quelque chose comme ça. Ah, génial. Et c'était que ça, en fait. Et donc, en chinois, tu découvrais un mot et l'expression qui y est associée. En Finlande, la signification. Et c'était vraiment très agréable de parcourir cet ouvrage pour... moi, je le lis souvent, je le feuillette, en fait, parce que tu ne peux pas te souvenir non plus de tout. Donc, je le feuillette souvent et je pense que ça te plairait grandement. Ah, mais avec plaisir. Je te donnerai la référence et je la mettrai dans la barre de description pour les auditeurs et auditrices que ça pourrait intéresser. Dans cet ouvrage, les mots qu'il nous faut, tu pars quand même du constat qu'aujourd'hui, il manque des mots pour nous accompagner dans notre transition écologique, pour nous amener vers un futur plus résilient, plus durable. Et l'idée, c'est d'imaginer ces mots. Est-ce que tu peux nous expliquer le processus créatif à l'origine de ce livre, puisque tu t'es inspiré des travaux de deux Américaines, Heidi et Alicia, j'ai oublié leur nom de famille, tu vas nous les rappeler. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as travaillé sur l'ouvrage, parce que je trouve ça absolument fascinant. Oui, alors ça a commencé il y a quelques années. J'ai découvert les travaux de Alicia Scott et Heidi Quante, qui ont créé une œuvre qui s'appelle The Bureau of Linguistical Reality. Et cette œuvre, elle prend la forme d'une performance participative dans laquelle elle pose un bureau et elle propose aux passants et à leur entourage de venir partager leurs expériences et leurs émotions en lien avec la crise écologique, surtout la crise climatique. Leur angle premier, c'était le climat. Et du coup, j'ai découvert ce travail à un moment où moi, j'avais une sorte d'overdose de rapports scientifiques, d'informations presque neutralisées, parce que pour mon travail, j'en lisais beaucoup, parce que j'assistais à des conférences, je faisais des synthèses, et voilà. Et donc, je sentais comme une déconnexion entre ce qui se passait dans la vie et entre les chiffres que je voyais. Il me manquait un lien. Et donc, en découvrant ce travail, ça m'a passionnée. Et elles ont créé ça en 2014. Et depuis, elles mènent ce bureau à différents endroits. Elles l'ont même emmené à la COP à Paris en 2015, où elles se sont installées et elles ont proposé à tous les participants qui souhaitaient de la COP de venir et de partager leurs expériences et leurs émotions sur la crise climatique. Et donc, je suis rentrée en lien avec elles et petit à petit, une relation s'est construite et on travaille en collaboration avec elles. Donc, moi, je travaille avec Ticia Natton, une amie qui est cueilleuse de plantes sauvages. Et ensemble, on porte ce bureau pour un temps en lien avec Alicia et Heidi. Et comment ça se passe, ce processus ? Ça se passe en plusieurs étapes. D'abord, on installe ce bureau dans l'espace public. Soit c'est un festival, soit c'est un lieu où une association nous invite, soit c'est un centre de recherche, soit c'est une université. Voilà, ça peut être tout type d'endroit. Et on pose un bureau avec dessus une vieille machine à écrire et nos petits carnets. Et derrière nous sont affichés les mots qui ont été créés dans d'autres sessions de ce bureau des mots. Et donc, les passants voient notre installation avec deux personnes avec des grandes lunettes et derrière elles des mots affichés. Et donc, souvent, elles sont intriguées. Elles commencent à venir et se dire, bon, bah voilà, qu'est-ce que vous faites là ? Qu'est-ce que c'est ? Ça soulève des questions, forcément.
Exactement, ça soulève des questions. Et parfois, les mots qu'elles lisent les font sourire. Parfois, elles ont besoin d'explications sur qu'est-ce que ça veut dire, d'où ça vient, qu'est-ce qu'on fait là. Et donc là, on engage une conversation et on leur propose de nous raconter qu'est-ce que elles ou ils vivent de la crise écologique et sociale, mais vraiment leur vécu, leurs expériences, les émotions qu'ils ont traversées. Et donc là, souvent, c'est quelque chose qui se passe de façon assez intime. C'est une personne qui s'arrête ou deux, et on tisse avec elle, peut-être, parfois, un nouveau mot sur ce qu'elle vit en ce moment-là. Et ce qui est surtout important pour nous, c'est de maintenir cet espace, en fait, d'offrir un espace où des personnes venant d'horizons très différents, selon les quartiers qu'on choisit, selon les endroits où on va poser notre bureau. Est-ce que c'est dans une institution? Est-ce que c'est dans la rue? Est-ce que c'est auprès d'étudiants? Ça va être des formats différents. Et l'idée, c'est vraiment d'ouvrir un espace pour permettre à ceux qui le souhaitent de partager leur vécu et d'aller explorer qu'est-ce que c'est qui gratte, qu'est-ce que c'est qui les intéresse, qu'est-ce que c'est qui les touche, qu'est-ce que c'est qui les anime sur ce sujet-là. L'idée, c'est aussi de se dire tous ces sujets-là n'ont pas d'espace qui soit un espace accueillant, fertile, créateur, où on va les écouter et on va aussi les aider, prendre soin, leur proposer une palette, leur dire voilà, comment est-ce que tu appellerais ça, quelle couleur ça a, voilà, on va leur demander plein de précisions, et donc on note sur notre carnet, et peut-être à un moment, on arrive avec la personne à créer un mot qui qualifie ce qu'elle a vécu et ce qu'elle souhaite partager. Cette approche, elle me semble assez pertinente parce que ça part quand même d'une émotion, d'une sensibilité. Les gens te racontent une histoire, quelque chose qu'ils ont vécu, une anecdote qui les a marqués en lien avec eux, leur vision de la crise sociale et écologique. Et c'est ce qui est, selon moi, très pertinent. C'est qu'on est au-delà des rapports scientifiques qui sont tout aussi importants, bien sûr, mais on est vraiment dans l'émotion et dans tout ce qu'on n'arrive pas à dire ou à faire entendre. Et je te propose qu'on lise un premier mot pour un peu traduire cela aux auditeurs et aux auditrices, et puis qu'ils puissent comprendre de quoi on parle, parce que c'est pas facile d'imaginer ces néologismes. Alors, on commence. Est-ce que tu es prête? Prête. Alors, en lisant ton ouvrage, qu'on peut lire et relire, parce que ce que je disais en préambule, on peut ne pas se souvenir de tous les mots. Moi, j'avais noté la page 13, Alauda. Alauda, qui est un nom féminin, une exclamation issue du latin alauda, oiseau de la famille des Alaudidae, comprenant entre autres les alouettes. Et alauda, ça signifie la capacité de l'humain à accepter qu'il ne perçoive qu'une réalité, la sienne, qu'il ne comprenne qu'une infime partie du monde, qu'il ne puisse vouloir tout comprendre. Cette exclamation permet de laisser une place à l'inconnu, au mystère, à la vie autre, et permet à l'esprit de se reposer. Alauda fait référence au nom latin de l'alouette, dont le chant au rythme frénétique ne peut être perçu dans toutes ses nuances par l'oreille humaine. Et j'ai beaucoup aimé la contextualisation qui y est associée. Donc c'est Jocelyn, en avril 2023, qui a dit « Laisse les espèces inconnues des fonds marins là où elles sont, Alauda ». Et ça a beaucoup résonné en moi pour plusieurs choses, je pense, avant tout, parce qu'il parle des espèces inconnues des fonds marins et que j'ai beaucoup, à titre personnel et même à travers Basilic en tant que média, essayé de militer contre le chalutage en eau profonde, contre ces explorations maritimes qui, quand même, ont pour but et conséquence de détruire la biodiversité marine. Ça a fait tilt, mais j'aime ce mot et j'aime cette idée que ce soit une exclamation. En fait, c'est un chercheur qui travaille sur les oiseaux. Et du coup, on l'a rencontré dans une de nos sessions de terrain. Et il nous partageait moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ce qui m'a étonnée, en fait, c'est que son travail, lui, c'est quand même la recherche et la qualification du vivant. Ouais, donc, de comment il est, de comment il se comporte, pour créer un répertoire, une compréhension pour nous des modes de vie de certains oiseaux, de ce qui les menace, de ce qui les... Voilà. Et en fait, que venant de lui, il y ait ce souhait de partager quelque chose qui dit
on ne peut pas tout comprendre. Alors, ça m'a beaucoup touchée parce que je trouve que c'est comme c'est comme les deux faces, tu vois, du métier de la recherche. C'est à la fois il y a cette recherche pour une meilleure compréhension, pour la partager, pour que nous on connaisse et qu'on protège et qu'on aime et qu'on vive avec tout simplement. Et j'ai bien aimé savoir qu'il y avait aussi l'autre côté de la pièce qui était peut-être lui sa conscience ou sa façon de voir l'envers de son métier, quoi. Aussi de se dire, en fait, il y a aussi des tas de choses qu'on ne comprend pas, et plus on recherche, plus il y a de choses qu'on ne comprend pas, plus on se rend compte de la complexité, du mystère, et plus on a aussi envie peut-être de rester à sa place en tant qu'humain. Et d'accepter cette part oui. de mystère, d'inconnu, et c'est ce que moi j'ai trouvé très touchant dans cette citation que vous avez choisie. Je ne savais pas du tout qu'il était chercheur. En fait, dans le livre, on n'a pas, sauf erreur de ma part, mais on n'a pas d'explication sur les profils non. des citations choisies et des usages en fait, qui sont faits des mots par les personnes qui ont participé aux ateliers. Et c'est bien, parce que comme ça laisse un peu une part de mystère, et là on apprend qu'il est chercheur, et donc ça prend encore plus de sens. C'est bien la preuve qu'on peut toutes et tous s'approprier ces mots-là. Comment est-ce que, dans la langue française, on en vient à s'approprier des nouveaux mots ? Est-ce que tu as des exemples ? Est-ce que, avant d'écrire cet ouvrage, tu as travaillé sur ces questions-là, tu vois, des néologismes qui ensuite entrent dans notre langage courant ? Écoute, moi, je ne suis ni linguiste, ni experte en langue. Donc, je n'ai pas travaillé là-dessus d'une façon académique. Mais par contre, moi, ce que j'observe beaucoup, il y a plusieurs choses que j'observe. Il y a d'une part le côté appropriation de mots qui ont une utilisation nouvelle ou qui se veulent nouveaux, qui assez vite se font avaler par un système existant et un peu aspirer leur sens et vider de leur caractère à la fois nouveau, mais aussi vraiment de leur substance. Donc, par exemple, résilience, pour moi, c'est un mot qui a été difficile tu vois, il a très vite changé d'utilisation, d'usage. Et je trouve que adaptation, en ce moment, il commence aussi à bouger, puisque moi, de plus en plus je lis, plus je me renseigne, plus je me pose la question de est-ce que adaptation, on prend bien en compte, dans le mot adaptation climatique, est-ce qu'on prend bien en compte le fait qu'on fait tout ce qu'il faut, tout ce qu'on peut pour l'atténuation, et en parallèle, on fait de l'adaptation, mais on ne va pas faire que l'adaptation en se disant, l'atténuation, c'est foutu. Bien sûr. Donc, j'observe dans le champ de mon domaine de travail et de recherche, donc celui de l'écologie et des changements de comportement en lien avec la crise écologique et sociale. Là, j'observe une évolution extrêmement rapide du langage ces dernières années, avec des mots qui apparaissent, qui se font récupérer et qui, du coup, ne sont plus utilisés. Si tu veux, c'est comme une danse où on est toujours obligé d'aller chercher le suivant pour arriver à garder une intention associée à un mot. Et dans ce secteur-là, et dans ce domaine qu'est l'écologie, aussi une apparition de mots avec des connotations assez négatives, qui ont été quand même prédominants et très utilisés dans les médias. Je pense notamment à écoterroriste, par exemple, qui est quand même un terme très violent, et qu'on a vu employé aussi bien par des journalistes que des gens dans la rue. Et c'est un terme que tout le monde s'est plus ou moins approprié pour venir taper sur les doigts des personnes militantes et engagées. Oui, ça c'est aussi un sujet qui est très inquiétant et dont on a l'impression qu'il est classique. On a vu dans différents moments de l'histoire, en fait, côté diaboliser une partie pour ensuite les mettre sur la marge et faire passer d'autres idées. Donc ça, tu touches directement un des angles de recherche du livre aussi. On se demandait comment est-ce qu'on peut répondre à ça, en fait. Parce que éco-terroriste, personne ne l'a choisi, ce mot-là. Enfin, en tout cas, de ceux qui agissent, personne ne l'a choisi. Oui. Et, il nous a été imposé, enfin, c'est un qualificatif qui a été attribué à une partie de la population. Voilà, et qui a été mis en avant par certains médias. Et donc, comment on répond à ça ? Comment est-ce qu'on montre la réalité de ce qui se passe derrière, la réalité de ce que font des gens qui peuvent être qualifiés de ce terme-là ? Pour nous, c'était aussi une occasion de se dire,
On va aller creuser qu'est-ce qui se passe dans la réalité, quelles sont les réalités vécues par les personnes qui sont engagées ou moins engagées, mais du coup, il y a forcément des personnes engagées et militantes dans ceux qui créent ces mots aussi. Et on se crée un droit de réponse avec un champ lexical nouveau dans lequel il y a quelque chose de fertile, dans lequel il y a quelque chose avec de l'amour, dans lequel il y a de la tendresse, dans lequel il y a du lien. Et donc, en fait, l'idée in fine, peut-être dans quelques mois ou dans quelques années, ce serait qu'on arrive à répondre en utilisant des mots venus de là, mais aussi des mots venus d'ailleurs, si les lecteurs et les gens se réapproprient la faculté de créer des mots et en fait de répondre à ces attaques et ces catégorisations qui sont... Enfin, c'est une sorte de manipulation, cette création de mots d'éco-terroristes. Et donc, en fait, si nous, en face, on a nos mots qui pour sont répliquer. alimentés par les critères que je te disais tout à l'heure, eh ben, on offre quelque chose, une alternative qui est réelle. Et pour moi, comme elle est basée sur des vécus, elle est pas, on ne peut pas la remettre en cause. On n'est plus dans un débat de est-ce que c'est éco-terroriste ou pas, ceci, cela. Là, c'est un vécu et quelqu'un a vécu quelque chose. Et voilà. Et nous, par exemple, on a appelé les sauveteurs. Il y a un mot qui s'appelle les sauveteurs. Et les sauveteurs, est-ce que ça serait pas ça qu'on pourrait mettre en face d'éco-terroristes pour dire, ben voilà, c'est quelqu'un qui a vécu ça et qui l'appelle comme ça. Et ça contribue aussi à permettre, à nous permettre d'écrire de nouveaux récits, à nous permettre d'écrire et d'imaginer aussi de nouvelles histoires pour notre avenir, qu'ils soient en 2030, 2040, 2050, peu importe. Mais ces nouveaux mots, ils viennent aussi façonner ce qu'on a envie de faire et de dire du temps futur. Et moi, c'est ce qui m'a beaucoup touchée à la lecture de cet ouvrage. Et je ne m'étais jamais autorisée à rêver de la création de nouveaux mots, de nouveaux concepts pour exprimer des sensibilités, des émotions. Et ce que tu fais avec cet ouvrage, c'est vraiment nous permettre de rêver et de comprendre qu'il est possible de se réapproprier notre langue pour, comme tu le disais, lutter contre celles et ceux qui aimeraient nous faire porter la casquette de quelqu'un d'autre. Oui, et puis il y a aussi dans la création de ces nouveaux mots, au-delà de la création du mot en lui-même, c'est souvent des émotions, des sensations, des zones un peu de croisement qui sont explorées par les personnes. Donc en fait, c'est des nouveaux endroits ou des nouveaux sujets sur lesquels on n'a pas forcément un concept précis, mais qui peuvent être des choses assez inspirantes, assez belles, qui donnent envie, et donc qui permettent d'alimenter, de se dire, en fait, ça, moi, ça me plaît. C'est une notion que je trouve touchante. Par exemple, laquelle je peux te donner, la bublistance. La bublistance, c'est joli. C'est le temps où on se met en pause de ses engagements et de ses implications pour reprendre des forces. Voilà, moi, si je sais que la bublistance existe, je me sens un peu plus sereine dans mes engagements parce que je me dis, je peux me mettre en bublistance. Il y a d'autres gens qui ont vécu ça aussi. Plus légitime aussi à s'accorder ce temps-là sans culpabilité. Exactement. Donc, pour te parler de cette idée des nouveaux récits, moi, ce qui me plaît là-dedans, c'est de trouver des endroits où il y a des réalités qui sont déjà expérimentées par nos pairs, les gens qui vivent autour de nous, et d'arriver à les qualifier et à les tisser et à les rendre intelligibles par ces nouveaux mots. Et avec ça, alimenter les luttes, mais aussi alimenter l'envie, en fait. Parce que, par exemple, sauvaguer, moi aussi, je trouve ça très beau de se dire que je vais sauvaguer. Sauvaguer, c'est je vais prendre un terrain vague bétonné à côté de chez moi et je vais le défoncer au marteau-piqueur, par exemple, ou avec mes amis. Et puis, je vais mettre des seed bombs où je vais voir qu'est-ce qui pousse et qu'est-ce qui se passe. Et donc, il y a à la fois le lâcher prise parce que je vais voir ce qui se passe, mais à la fois le libérer un endroit et le laisser redevenir au sauvage. Et la réappropriation aussi voilà. de l'espace public. Et, voilà. Ouais. Donc, en fait, c'était ça. Il y a une multitude de sujets derrière qui permettent d'être qualifiés en une idée qui est peut-être un peu plus intelligible et qui recèle une poésie et une matière derrière qui donne envie. Et une sensibilité. J'ai noté notamment, alors il y en a plein et très franchement c'était très difficile pour moi de choisir parce que j'avais envie qu'on parle de tous les mots. Malheureusement, ce ne sera pas possible pour les auditeurs et auditrices, ça ferait un petit peu trop long. Page 28, j'en avais noté un. La coulacade. J'adore.
J'adore la coulacade. Je peux lire la définition ? Vas-y. C'est le choix délibéré d'une politique publique de consacrer des budgets et de l'énergie à la dépollution des milieux naturels au lieu de supprimer l'utilisation de contaminants à la source. Le terme est inspiré par l'observation de la baisse des populations d'anguilles européennes, particulièrement sensibles à la contamination des eaux par le cadmium. Cadmium, pas facile à dire. C'est un des métaux lourds rejetés par l'industrie. La coulacade. Mais est-ce qu'on serait pas en pleine coulacade avec les PFAS et nos poêles en téflon ? Je pense que si, c'est un bon exemple. Hein. Ça ne peut être Mais plus pas d'actualité. pas qu'avec les PFAS, aussi avec les lois sur les pesticides, aussi avec les lois sur les mégabassines. Et la coulacade, moi, ça m'a beaucoup parlé. Et c'est Delphine qui employait ce terme. Je vais vous le lire parce que sa petite citation est rigolote. C'est une coulacade du début à la fin, s'écria Jean-Claude à la réunion de l'association syndicale de l'assainissement. On est encore en train de créer de nouveaux circuits de prise d'eau gravitaire et de phytoremédiation pour décontaminer l'eau, alors qu'il suffirait d'interdire l'utilisation de ces molécules pour la bonne santé de l'écosystème. Et ça rejoint vraiment tout ce qu'on traverse en ce moment, et notamment tout le travail qui est fait par Camille Etienne et de nombreux militantes et militants à ses côtés, où elle explique qu'il faut quelques mois pour mettre une substance sur le marché et plus d'une vingtaine d'années pour parvenir à son interdiction. Oui, ouais, voilà, c'est vraiment... je trouvais que l'exemple du sujet avec l'eau, en fait, il est très marquant parce qu'on imagine bien les polluants qui rentrent dans l'eau et une fois qu'ils sont dedans, voilà, alors qu'il suffit juste de fermer ce robinet, en fait, et de fermer ce robinet, et plutôt que de dépenser des centaines et des centaines de milliers d'euros, mais aussi d'énergie de ceux qui vont devoir administrer ensuite le reste du fleuve pour voir voilà, à quel endroit est-ce qu'il faut dépolluer ça, suivre. En fait, c'est des énormes budgets, mais c'est aussi du temps de travail d'énormément de personnes, des bénévoles qui sont dans ces syndicats ou alors des personnes qui sont en train de travailler sur la recherche ou qui doivent faire des prélèvements. Voilà. Donc, et puis des conséquences sanitaires, bien sûr, pour les êtres humains, mais aussi des conséquences gravissimes sur la biodiversité de ces écosystèmes. Enfin, ouais. C'est un véritable impact. Donc la coulacade, je le trouvais assez sympa. Toi, quel est ton mot préféré ou celui que tu as réussi à adopter de manière presque quotidienne ? Écoute, ça se passe pas tout à fait comme ça. Ce qui se passe souvent, c'est que je suis dans une conversation avec une personne et qu'elle me raconte quelque chose, mais pas forcément dans le cadre de la performance artistique, une conversation normale. Ouais. Et une personne va me raconter quelque chose et là je dis mais ça existe. Ça c'est en couffardé. Ça c'est l'humilité. Donc ça arrive souvent que je t'emploie les mots. Voilà, que j'emploie les mots en éclairant certaines situations en disant mais oui, mais ça existe. Regarde, c'est ça. Alors je vais t'en donner un que j'aime beaucoup en ce moment. Oui, j'imagine. C'est baborder, verbe issu de bâbord et de saborder. Alors que la tempête est déjà là, décider de changer de cap pour inventer une réponse collective et généreuse à l'inverse de ce qui était planifié. Je te lis l'exemple. Carla avait bien préparé son projet. Maison, barrière, récupérateur d'eau de pluie. Elle s'était installée dans un climat encore frais, loin des mouvements de population. Et puis un jour, alors que tout était déjà engagé, elle a bâbordé. Elle a décidé avec d'autres d'ouvrir un centre d'accueil pour celles et ceux qui avaient fui les terres où plus rien ne poussait. J'aime bien celui-là en ce moment parce que y a cette idée de changer de cap, tu vois, de diriger complètement le gouvernail dans l'autre sens. J'ai l'impression qu'il y a une partie des politiques qui sont mises en place aujourd'hui au niveau des villes, au niveau des régions, au niveau national, et même des pratiques qu'on peut mettre en place en tant qu'individu, qui sont presque des pratiques de protection face à ce qui va arriver. Ce qui est légitime ou humain, ou ce qu'on peut bien comprendre. Et là, l'idée, c'est de se dire, oui, on peut mener ces pratiques de protection jusqu'à un certain point, mais de toute façon, il y aura un mouvement du cœur, et ce mouvement du cœur, c'est ça qui fait bâborder. Enfin, c'est pas de toute façon, il y aura un mouvement du cœur, c'est il y a des fois où il y a ce mouvement du cœur, et ce mouvement du cœur qui fait changer de direction, c'est ça qui permet de faire émerger des choses très belles. Et en fait, c'est un peu un pied de nez aussi à toute la planification
de dire, ben oui, en fait, mais il y a des choses, si on essaie de tout planifier, on ne va pas pouvoir tout planifier, on ne va pas savoir exactement ce qui va se passer. Il y a des tas de choses qu'on ne pourra pas prévoir avec exactitude. Mais par contre, on peut faire des choix un peu engageants et qui viennent d'une autre direction, peut-être plus du cœur ou plus de l'âme ou plus des tripes ou plus des sensations, et que ces choix-là vont nous amener ailleurs et dans des choses belles, et que on peut le faire tard aussi. Voilà ce que j'aime bien aborder. C'est un peu long. Non, c'est très bien. Qu'on peut le faire tard, tu veux dire qu'on peut le faire un peu à la dernière minute? Eh bien, en fait, je me dis aussi que il y a des gens qui sont engagés depuis longtemps, pour lesquels moi j'en connais beaucoup et j'ai beaucoup de liens et de respect pour leur travail. Et je trouve ça beau aussi qu'il y ait des nouveaux arrivants, quelle que soit l'histoire de laquelle ils viennent, quelle que soit l'activité de laquelle ils viennent. Et c'est aussi une façon d'ouvrir les bras à ces nouveaux arrivants. Ça résonne beaucoup, parce que je pense qu'on sera toujours plus fort et forte, plus on sera nombreux, nombreuses. Et je sais à quel point ce milieu écolo peut parfois impressionner. Parfois, il y a un manque de légitimité. On a l'impression qu'on n'a pas grand-chose à y apporter, pas grand-chose à y faire, et qu'on est obligé d'être sur tous les fronts pour s'engager, pour transitionner, alors que non. Et moi, c'est vraiment ce que j'essaye de transmettre avec le podcast, mais je ressens aussi que c'est une inquiétude des gens qui regardent parfois du coin de l'œil ce milieu sans vraiment oser se lancer, quoi. Oui, et puis c'est difficile de savoir ce qui s'y passe, en fait. Je pense que ça concentre aussi des peurs, parce que on travaille sur des sujets qui sont des sujets qui peuvent être perçus comme négatifs. Tu vois, les impacts du changement climatique, moi j'ai beaucoup travaillé sur les inégalités aussi. Et ben ça, c'est des sujets qui sont négatifs. Qui sont anxiogènes aussi. Ouais. Donc en fait, il y a peut-être des personnes qui se disent, bon, bah, je veux pas aller là parce que c'est des sujets... Je préfère aller dans un endroit où les histoires qui me seront racontées seront plus faciles à digérer. Mais je pense que c'est une peur. Et en fait, l'idée, c'était aussi de se dire, venez voir, il y a des belles choses dans ce coin-là. Et c'est pas forcément des peurs. Et ce qu'on vous projette de ce milieu-là n'est pas forcément réel. Oui, et c'est en ça que je disais tout à l'heure que cet ouvrage-là et d'autres, mais contribue aussi à écrire ce qu'on appelle les nouveaux récits, et qui me sont si chers. Qu'est-ce que tu espères pour le lecteur, au-delà qu'il ressente de la joie? Qu'est-ce que tu espères? Écoute, d'abord, moi, ce qui est très important pour moi, ce qui était très important et ce qu'il est toujours, c'est l'espace du bureau des mots. Donc, c'est la performance qu'on tient qui a mené à ces mots. Et cette performance, pour moi, elle est importante parce qu'elle a une portée que je trouve aussi politique. Donc, c'est-à-dire d'offrir un espace où il y a juste de l'écoute, d'offrir un espace où on n'attend rien. On ne va pas sensibiliser, on ne va pas convaincre, on ne va pas dire c'est ça que tu dois faire comme prochaine action. On va juste être là, écouter, et on va redonner le pouvoir de création à la personne qui est assise en face. Et ça, pour moi, c'est capital, de reprendre le pouvoir de création. Parce que quand tu crées un mot, après, tu as envie de créer autre chose, et après, tu te sens légitime. Tu as parlé plusieurs fois du mot légitime ou illégitime. Et pour moi, à partir du moment où la création est engagée, ce sujet, il est hors sujet. En fait, il est dépassé parce que tu as créé quelque chose, tu es là, tu as participé à un bureau des mots, tu as créé un mot, et donc tu as quelque chose à dire, et donc tu peux créer autre chose, et tu es acteur de la cité. Donc cet espace-là, comme tu vois, pour moi, il était clé. Et ensuite, à la lecture, mon intention, c'était de donner à voir des réalités différentes. Donc c'est pour ça que j'essayais d'aller dans des endroits très différents. Parce que, à mon sens, faire notre part, c'est aussi regarder d'autres vies que la mienne, quoi. Regarder ce que vivent d'autres personnes. On vit en France, on est quand même un pays qui a une lourde responsabilité dans le changement climatique en cours. Et beaucoup de pays vivent des choses qu'on ne soupçonne pas, et des conséquences directes qu'on ne voit pas. Donc là, je suis allée interroger quelques participants qui habitent dans des pays en Afrique subsaharienne pour avoir quelques-unes de leurs histoires, de personnes que je connaissais. Donc pour moi, mais aussi, ça va pas que sur le sujet du climat, c'est aussi sur le sujet social, en fait, des personnes qui vivent d'autres réalités sociales que celles de toi ou de moi. Donc je trouve ça important
de créer du lien, en fait, avec ces autres réalités et de créer une histoire commune. Donc, en fait, en lisant ces mots, en lisant les histoires des autres, je me dis, est-ce qu'il y a un lien qui peut se créer? Est-ce que je peux me dire, en fait, ça me touche ce que pense, ce que vit Ngar Kidane, ou ça me touche ce que partage Maude, que je ne connais pas, mais qui vit ça en France, à côté de chez moi, et avec laquelle que je n'aurais jamais rencontré, avec laquelle je n'aurais jamais de lien. Voilà, où ça me touche l'histoire de cette personne avec laquelle je ne suis pas du tout d'accord et je ne pense pas comme elle, mais en même temps, peut-être que là, elle n'est pas en face de moi en frontal, peut-être que je peux lire ce qu'elle a pensé, ce qu'elle a vécu et intégrer une certaine nuance, une certaine mesure que je ne m'autoriserais pas à un dîner de Noël, où je la renverrais dans ses brancards. Donc, pour moi, il y a cette idée aussi de construire le lien. Toi qui as beaucoup travaillé dans ce secteur de l'écologie, est-ce qu'il y a la place pour les émotions? Parce qu'avec cet ouvrage, j'ai l'impression que tu nous crées un espace pour oser nous écouter, oser parler de nos émotions. Et est-ce qu'il y a un espace pour nos émotions aujourd'hui quand on parle d'écologie, tu as l'impression? Ah, ça c'est une bonne question, Jeanne. Je l'aime bien. Enfin, elles sont toutes bien, mais celle-là, elle me plaît. En fait, moi, j'ai beaucoup travaillé au départ dans des endroits où il n'y avait pas la place de ça. En fait, j'étais consultante, je devais écrire des plans d'action, des agendas 21, différentes formes qui permettaient de créer des programmes un peu écologiques. Et donc, il n'y avait pas la place, il fallait être sérieux, écrire des choses très dirigées par le mental et l'intellect. À une époque, en 2018, moi j'ai découvert le travail de Joanna Macy et le travail qui relie, qui est une pratique inspirée de l'écologie profonde, inspirée du bouddhisme, inspirée de la théorie des systèmes, et où elle fait, ce sont des ateliers où elle fait une place à l'émotion, dans l'idée de se dire, si on ne travaille pas ses émotions, on ne peut pas se mettre en action. En tout cas, pas depuis le bon endroit. Et on se met en action peut-être depuis un endroit comme ce qu'on faisait avant, mais pas depuis un endroit qui vient des tripes, qui vient du cœur, qui vient de l'âme ou qui vient des sens. Et donc, reprendre une place parmi les vivants qui soit chacun la sienne, différente, il y a quelque chose de très nuancé dans son approche, passe par un travail sur qu'est-ce que je vis comme émotion à ce sujet-là, celui de la crise climatique. Donc du coup, pendant 2 ans, je me suis beaucoup intéressée à ce sujet-là. J'ai animé des cercles de travail qui relient. Et j'ai travaillé aussi sur les ombres qu'on a dans la transition écologique, c'est-à-dire que tout ce qui nous énerve chez les autres, ce que quelqu'un d'autre fait qui m'énerve, que je trouve pas écolo, ça va être typiquement quelque chose qui est que moi je supporte pas, mais qui est un peu de moi aussi, parce que je le supporte pas, parce que bon, j'aimerais bien faire ça, ou je l'ai fait avant, ou ma cousine le fait, ou alors voilà. Et donc voilà, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, et je pense qu'aujourd'hui, il y a encore en France une difficulté à associer données scientifiques et perception émotionnelle de ces sujets. C'est encore très séparé. Il y a d'un côté les psys qui vont travailler sur l'éco-anxiété, et d'ailleurs qui est traitée par les psys. Peut-être qu'elle n'a pas toujours besoin d'être traitée par les psys. Peut-être qu'il y a une étape moins grave ou moins située dans l'anxiété qui peut être traitée par des pratiques comme celle du travail qui relie. Donc, pour moi, les émotions sont encore trop séparées en France de l'action et de la partie intellectuelle. Et j'ai l'impression que parler d'émotions, c'est assez vite se mettre sur le côté des gens un peu fragiles, un peu sensibles. Et donc, c'est perçu comme quelque chose de parfois négatif. Donc ça, c'est vraiment des perceptions personnelles que moi, j'ai eues en travaillant dans ces sphères-là. Et en fait, c'était important pour moi, en les transformant en un livre, et encore plus un dictionnaire qui est un objet maxi sérieux, de pouvoir dire, en fait, ces émotions, elles ont une forme littéraire, elles ont une forme, elles représentent une création, et donc à partir de ce moment-là, elles rendent audible ce sujet-là en le transformant en quelque chose de sérieux qui peut être lu, qui peut être écouté, voire qui peut être analysé dans un podcast. Et elles permettent aussi aux gens d'être entendus et compris. Enfin, moi, en lisant tous les mots, à chaque fois, je me disais « Ah mais oui, mais ça, je comprends, ça, je l'ai traversé ».
et hop, tu t'identifies. Et tout de suite, ça vient valider ce que tu as ressenti. Et je suis d'accord avec toi, je pense qu'il y a une vraie séparation qui est faite entre les émotions, la place de nos émotions, pour avoir beaucoup travaillé sur l'éco-anxiété à travers le podcast, sur la place de nos émotions et le discours qui nous est aujourd'hui proposé. Et quand on sait qu'une grande majorité des jeunes souffrent d'éco-anxiété, je pense qu'on a tout intérêt à essayer de relier ces travaux pour l'avenir de ces jeunes, le nôtre aussi, mais pour juste l'avenir ici en France et ailleurs d'ailleurs dans le monde. Oui, pour moi, il y a aussi quelque chose de dédramatiser les émotions, en fait. Bien sûr. C'est tout à fait acceptable d'avoir des émotions fortes et de les vivre et de passer à autre chose et de les digérer. Il y a aussi une question de l'acceptation sociétale des émotions et de leur expression. Et ça se voit même dans l'éducation. Quand tu vois un enfant qui fait une scène dans un supermarché parce qu'il est petit et qu'il a 3 ans et qu'il veut des céréales rose fluo, et voilà, il fait une scène, et ben, tu vois, il y a beaucoup de personnes qui sont gênées par ça, parce que ça dérange, ça fait du bruit, c'est quand même agaçant, et puis que font ses parents, et en fait, c'est ça aussi, est-ce qu'on accepte ces émotions-là? Après, 5 minutes après, il va se lever, il va passer à autre chose. Et puis, on a le droit d'être en colère, fatigué, éreinté par cette situation qui nous échappe, pour laquelle on n'est pas en total contrôle non plus, et donc on a tout à fait le droit. Et ça rejoint ce que tu disais juste avant, le travail aussi de Glenn Albrecht sur cet Australien qui a écrit plusieurs ouvrages sur le sujet, mais qui, il y a quelques années maintenant, ça fait 4 ans peut-être, ça devait être en 2020, était venu en France, avait fait une grande tournée, avait fait beaucoup parler de lui, notamment avec des termes comme solastalgie et plein d'autres, qui aujourd'hui sont employés et compris. Et tu vois, c'est intéressant, ça vient encore d'anglo-saxon. Ouais. Glenn Albrecht, moi, les 2 personnes avec qui je travaille, elles sont américaines. Lui est australien, c'est lui ça? Lui est australien, ouais. Et puis je travaille aussi avec des personnes en Angleterre. Donc, il y a quelque chose aussi de culturel qui est intéressant à creuser. On a du mal avec les émotions, ici en France. On a du mal avec les émotions, alors que c'est quand même vraiment temporaire, quoi, une émotion. Ça traverse, et puis voilà. Alors que si on ne se laisse pas traverser, ça reste bloqué, et c'est là que avancer me paraît difficile. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Jeanne. Je te laisse choisir le dernier. Alors, moi, je vais choisir s'organiquer. C'est un verbe pronominal, donc, issu de organiser et de organique. Rendre le pouvoir à l'organique. Organique entendu ici comme un mode d'organisation au service de la vie. Pour s'organiquer, il faut souvent quitter ce qui dans sa vie est planifié et rationalisé en fonction d'objectifs externes à la vie. Seule subsiste l'organisation qui sert la vie pour elle-même. Ah bah non, j'ai plus de plan de carrière. Je me suis organiquée. J'aide ma mère dans son potager et dans son jardin, quelques heures tous les jours. Je bosse à la métropole sur le plan d'alimentation territoriale, 3 jours par semaine. Et je mène une recherche avec un collectif pour créer des encres végétales à partir de compost. J'aime beaucoup celui-ci aussi, qui résonne très fort avec l'un de mes derniers épisodes où j'ai reçu, je ne sais pas si tu la connais, la philosophe Céline Marty, sur la question de notre rapport au travail. Ah, génial. Et travailler moins pour moins polluer. Et celui-ci résonne beaucoup avec cet épisode qui pose aussi des grandes questions sur notre rapport au travail et comment on se définit par notre travail aujourd'hui. Énorme question. Ouais, et avec un livre absolument passionnant aussi. Merci infiniment, Jeanne, d'avoir pris le temps de parler d'émotions, de linguistique au micro de Basilic. C'est absolument passionnant. Évidemment que je recommande à tous les auditeurs et toutes les auditrices de se procurer cet ouvrage, Les mots qu'il nous faut, paru aux éditions La Mer Salée, de Sandrine et Yannick Roudot. Merci. Merci, Jeanne. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, j'imagine qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à Basilic sur votre application de podcast favorite pour ne louper aucun épisode. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et LinkedIn @BasilicPodcast pour découvrir les coulisses de tous les épisodes et de toutes les interviews. Et enfin, si l'univers du podcast vous intéresse, alors je vous invite à jeter un œil à basilicpodcast.com.
Vous y découvrirez Basilic Studio, la formation que j'ai créée pour vous accompagner à lancer votre propre podcast et surtout le podcast de vos rêves, mais également Basilic Lab, l'agence qui nous permet de créer des podcasts pour des marques audacieuses et des thérapeutes engagés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez grand soin de vous.